Bonsoir. Pour Debio Farm Group, l'innovation veut dire beaucoup. Et une des preuves que l'innovation est extrêmement importante, là vous avez notre logo. Et dans notre logo, on parle de deux choses. De notre capacité à financer des projets de développement et aussi d'innovation. Donc l'innovation fait partie de notre logo parce qu'on considère que c'est vraiment l'innovation qui nous fait vivre et qui a fait ce que nous sommes aujourd'hui. Donc, Debio Farm Group a été fondé il y a une trentaine d'années en arrière. Nous sommes 300 personnes, essentiellement en Suisse, entre Lausanne et Martigny. Il y a un fort taux de scientifiques dans le groupe. Donc, on a un peu plus de 40% de scientifiques. On a un immense réseau d'experts internationaux. Donc, on a à peu près 400 experts qui travaillent au quotidien avec nous. Et notre savoir, c'est de développer des produits pharmaceutiques. Donc, quel est notre modèle d'affaires? On ne fait pas de ce qu'on appelle de recherche pure et dure, ce qu'on pourrait appeler la recherche fondamentale. On parlait tout à l'heure de l'open innovation, elle existe. Il y a aussi une recherche que nous pouvons acquérir par des liens préférentiels avec des sociétés start-up, des universités. On a un certain nombre de sociétés avec qui on fonctionne et on est capable d'amener des idées, des projets qui sont vraiment à un stade très très en amont. On est capable de les amener en direction du marché. Et comme nous sommes petits, parce que nous sommes 300, et par exemple, un de nos partenaires principaux qui est Sanofi. Sanofi, c'est une société de 100 000 personnes avec une force de vente de 30 000 personnes. Donc nous n'avons pas de capacité commerciale et nous nous concentrons vraiment là où on amène de la valeur ajoutée, d'amener une idée en direction du marché. Donc, et on a appliqué l'innovation à nos produits et je pense que j'ai quelques exemples que je peux vous donner, soit sur des produits qui sont les produits enregistrés, soit sur des produits qui sont en développement, qui montrent qu'est-ce qu'on veut dire innovation dans notre domaine. Donc, nos produits aujourd'hui enregistrés ont fait plus de 3 milliards de francs de vente l'année dernière. Donc, c'est des produits qu'on appelle blockbusters, c'est des produits extrêmement importants. On est dans le domaine du cancer et le produit qui est le plus important pour le site de Martigny, s'appelle le décapeptile. Et là, c'est un produit pour le traitement du cancer avancé de la prostate. Avant que notre produit arrive sur le marché, quelqu'un à qui on diagnostiquait un traitement avancé, un cancer avancé de la prostate, avait moins d'une année d'espérance de vie. Et maintenant, avec le traitement décapeptile, on est capable d'avoir 60% à 70% des gens qui sont encore vivants après 5 ans. Donc ça, 5 ans de traitement, donc sachant que c'est quand même des gens qui sont très âgés. La plupart des gens qui sont traités avec ce produit-là ne meurent pas finalement du cancer, mais meurent d'autres maladies naturelles, de vieillesse, quoi. Et notre autre produit, c'est l'éloxatine, traitement du cancer du côlon, qui avait été un produit qui avait été développé par Sanofi Aventis et la société qui s'appelle Rhône-Poulenc, qui était une société qui avait été reprise par Sanofi Aventis. Et puis Sanofi Aventis avait dit ce produit ne marche pas. Et quelle a été notre innovation? On s'est dit, c'est vrai, ce produit ne marchait pas très bien pour le cancer du côlon. Et on a eu l'idée de l'associer avec un autre anticancéreux. Et là, on a eu des résultats vraiment spectaculaires. Donc l'innovation, c'est aussi être capable d'associer deux produits différents pour faire un produit vraiment qui fonctionne. Et c'est un produit qui a fait plus de 2 milliards de ventes l'année dernière, de dollars. Et c'est un produit que Sanofi avait... La société Rhône-Poulenc, qui fait partie aujourd'hui de Sanofi, avait mis à la poubelle, que nous avons repris, que nous avons développé et que nous avons revendu à Sanofi. Comme quoi, l'innovation permet aussi de faire les poubelles, de développer un nouveau produit et puis de le revendre à la personne qui avait mis le produit à la poubelle. L'autre, qu'est-ce qu'on a fait comme innovation avec décapeptile pour le cancer de la prostate. Donc ce produit est un produit qui avait été découvert par un prix Nobel. C'est le professeur Chali qui a eu le prix Nobel en 1977 et nous, quelques années après, on a pris la licence de ce produit.
Le problème de ce produit, c'est qu'il devait être administré tous les jours. Donc c'est un produit peptidique qui ne passe pas par voie orale. Quand on le prend, bon, les peptides, comme les protéines, sont dégradés dans le tractus gastro-intestinal. Donc on devait l'administrer tous les jours comme l'insuline finalement. Et c'était très difficile d'avoir des personnes qui soient compliantes à ce traitement-là. Qu'est-ce qu'on a fait? On a une idée d'associer deux choses. On a associé cette molécule avec les sutures biodégradables. Je pense que tout le monde connaît les sutures biodégradables, c'est-à-dire qu'avant, tous les points de suture, il fallait, quand on avait une suture, il fallait enlever les points, parce que c'était des fils type fil de nylon. Et maintenant, depuis les années 70, on a développé des sutures qui sont des sutures biodégradables, où le produit va en quelque sorte se dissoudre dans les tissus. Et donc, en associant l'idée de ces polymères qui sont capables de se dissoudre dans les tissus avec l'idée d'un peptide qu'on doit administrer tous les jours, on a développé le décapeptyle. Et en jouant sur la chimie, je ne veux pas donner trop de détails dans la chimie, on a été capable d'avoir une dégradation sur 1 mois, sur 3 mois, sur 6 mois. Et on a eu toute une gamme de produits. Et notre innovation, c'était d'amener un produit qui s'administrait tous les mois, après tous les 3 mois, finalement maintenant tous les 6 mois. Et on a eu ce qu'on appelle la gestion du cycle de vie de notre produit. Grâce à cette innovation, on a pu être, depuis qu'on a lancé le produit, un des leaders du domaine du traitement du cancer de la prostate. Donc l'association de plusieurs idées et après le développement d'une idée et l'amélioration d'un système avec un produit qu'on peut améliorer. Un autre exemple qui est lié à notre produit cancer du côlon, donc l'oxaliplatine, donc un dérivé de platine. Donc c'est notre idée a été de dire, bon, ce traitement est très efficace, il marche bien, mais est-ce qu'on peut faire quelque chose de mieux? Qu'est-ce qu'on sait des tumeurs? Des tumeurs, c'est des tumeurs qui sont généralement demandent beaucoup d'énergie, donc elles sont vascularisées. C'est des vaisseaux qui ont des petits pores qui permettent d'amener beaucoup d'énergie à ces tumeurs. Mais si on amène des nanoparticules, on est capable de concentrer un produit anticancéreux dans la tumeur. Alors là, c'est des nanoparticules de platine qu'on a fabriquées qui sont 3000 fois plus petites que le diamètre d'un cheveu, juste pour donner une idée. Donc on est capable de contrôler, de fabriquer, de produire d'une façon industrielle. Et ces nanoparticules de platine, qu'est-ce qu'on a vu? C'est que là, on regarde la concentration du produit non formulé sous forme de... Le platine non formulé, la formulation aujourd'hui qui est donnée au niveau du marché, et le nouveau produit qui est aujourd'hui en développement clinique, on voit qu'on accumule énormément le platine, l'oxaliplatine, avec une formulation de type nanoparticule. Donc juste pour montrer, si on donne un placebo, une solution saline, ou l'oxaliplatine, on voit que ces rats ou ces souris ne réagissent pas. Donc la tumeur qui est en bleu, plus elle est bleue et verte, plus elle se développe. Dans le cas de notre système nanoplatine, on voit qu'on a presque une rémission sur certains animaux qui sont traités avec ce système nano. Donc, un dernier exemple d'innovation liée à une observation du terrain. Donc, c'est un produit qui est extrêmement important, qui est la cyclosporine. La cyclosporine était un produit développé à l'époque par Sandoz, Novartis aujourd'hui. Et puis, Sandoz s'est dit à l'époque, on pourra développer ce produit contre les rejets de greffe. Les rejets de greffe, les greffes, c'est rien du tout. Quand ils ont développé le produit, ils pensaient que le business de la greffe, c'était à peu près 2 millions de francs par année. Mais c'était plutôt avec une idée, en pensant finalement aux gens qui devaient subir une greffe, qu'avec cette idée-là, ils ont développé la cyclosporine. La cyclosporine, finalement, une fois que le produit a été là, les gens se sont dit, on a un produit, donc on peut faire des greffes. Donc finalement, de 2 millions, Sandoz est quasiment passé, et Novartis maintenant est passé au milliard de ventes par année avec ce type de produit. Donc ce type de produit, c'est là que nous intervenons. L'observation qui a été faite avec ce produit va diminuer l'immunité. Donc s'il y a quelqu'un qui a eu le sida, qui a été greffé, ce qu'on a observé, qu'est-ce qu'on s'attend? On s'attend à voir que le taux de virus dans le sang augmente parce que ce produit est un produit immunosuppressif. Qu'est-ce qu'on observe? On observe le contraire. Le taux de virus dans le sang, du virus HIV de gens qui ont le sida, qui ont été greffés, baisse. C'est très étonnant, ça doit aller vraiment dans l'autre sens. Qu'est-ce qu'on observe? Avec des études
plus poussé, on voit que sur la cyclosporine, on a deux parties. Une partie qui est immunosuppressive, l'activité contre les rejets de greffe, et une activité antivirale. Et en développant l'activité antivirale, donc en changeant là, deux acides aminés, on est capable d'ouvrir des molécules, de changer deux acides aminés, de refermer cette molécule. On a obtenu un produit qui était 100% antiviral. Et aujourd'hui, c'est le meilleur traitement de l'hépatite C. L'hépatite C, c'est un problème qui touche 170 millions de personnes au niveau mondial. Et ce produit amélioré, cette innovation liée à un problème, à une observation du terrain, nous permet de développer aujourd'hui un produit qui est en phase 2B et que tous les grands laboratoires pharmaceutiques voudraient prendre. Donc, pour nous, notre observation en tant qu'innovation, il y a deux éléments de l'innovation. Il y a un élément qu'on appelle plutôt bottom-up, c'est-à-dire une vision d'innovation, parce qu'on considère qu'on fait de l'innovation qu'on a en production. En production, on a beaucoup de problèmes, de difficultés, on fait des tas d'analyses, on a une certaine curiosité. On peut innover et améliorer quelque chose en innovant. C'est vraiment une innovation de type amélioration, mais il y a aussi une amélioration de type top-down. Ce n'est pas une amélioration. Par exemple, l'ampoule électrique, ce n'est pas une amélioration de la bougie. C'est vraiment quelque chose avec... Là, il y a eu un effet de rupture. Alors, si à l'époque, une personne pouvait créer un produit innovant, genre une ampoule électrique, Thomas Edison ou d'autres personnes très innovantes pouvaient avoir une idée toute seule dans leur coin, qu'est-ce qu'on observe aujourd'hui? On observe aujourd'hui qu'on ne peut plus innover tout seul. Ce qu'il faut pour innover, c'est avoir un groupe, avoir une communauté, une collectivité. Donc, il faut pouvoir associer des idées, ça c'est un point essentiel dans l'innovation. Il faut pouvoir, et ça c'est un point extrêmement clé, c'est l'expression du besoin. Il faut que quelqu'un puisse exprimer. Pour innover, il faut avoir un problème, il faut avoir des emmerdements, ce sont vraiment le cœur de l'innovation. Il faut pouvoir arriver à l'exprimer. Avoir après des gens qui soient suffisamment créatifs, qui aient des envies qui aient envie de casser des barrières, qui aient des idées de rupture, et puis qu'on puisse confronter ces idées pour amener quelque chose d'innovant. Et qu'est-ce qu'on voit sur le plan suisse, quoi? Je veux dire, l'innovation, ça peut être soit Science City à Zurich, qui intègre en même temps des entreprises, mais en même temps des hautes écoles, où on essaie d'avoir un réseau de personnes qui pensent différemment, mais qui puissent innover ensemble. C'est les PFL et le Learning Center. Et on avait fait une étude, donc des Biopharm Group a fait une étude en disant mais comment rendre ce Valais plus innovant? Comment passer d'un Valais qui aujourd'hui a une casquette de pleurnichard pour avoir 500 millions de subventions par année de la Confédération, comment avoir un Valais qui ait cette capacité de générer lui-même son futur? Et on s'est dit, au niveau des sciences de la vie, en tout cas, on pourrait imaginer et on pourrait rêver un campus proche des hôpitaux, de la clinique SUVA, d'un endroit où on a des tas de gens qui viennent avec des problèmes, donc qui arrivent à exprimer des besoins. Si on a des gens qui arrivent à comprendre les besoins et à trouver des solutions, on a une capacité d'amener... de créer une sorte de campus de l'innovation en liaison avec les hautes écoles. C'est vrai que notre vision de la haute école actuelle est qu'elle est dans une zone qui est un peu décentrée, et elle a peu de possibilités d'interaction avec, par exemple, les hôpitaux, avec, par exemple, l'économie. Donc d'avoir un campus qui pourra demain peut-être qui pourra vraiment créer une innovation valaisanne. Pour stimuler aussi cette innovation valaisanne, des Biopharm Valais a créé le prix des Biopharm Valais pour les sciences de la vie qu'on remet chaque année. Pour l'instant, c'est des projets qui sont issus justement de l'EPFL, qui sont issus de l'ETH. On espère qu'un jour, en Valais, on pourra aussi créer une innovation, quoi. Voilà, je pense qu'on aura aussi l'occasion d'en discuter peut-être avec les personnes qui sont intéressées à parler innovation valaisanne lors du petit networking de tout à l'heure. Merci pour votre attention.